Bonjour à tous très chers fans de catch, ici Kozak et oui, me revoilà après une grosse semaine de travail et j'en aurai toujours et je ne peux pas malheureusement faire des reviews de tout ce que j'ai envie de faire. J'ai raté beaucoup de choses dans le catch et je ne pourrais pour une fois pas tout rattraper malheureusement. Donc ça m'a mal beaucoup de plans comme mon idée de faire mon top des catcheurs avec la manière la plus juste possible. Je me suis rendu compte que ça demandait quand même vraiment trop de travail, que plus les choses allaient avancer, plus je ne pourrais pas tout regarder, faire un classement vraiment juste des choses. Bref, ce que je me dis maintenant, c'est que je vais au moins essayer de regarder, rattraper les choses les plus importantes et me contenter à faire des reviews dessus et non pas et sans penser à classement des meilleurs catcheurs, etc., etc. Parce que ça me prend beaucoup trop de temps. En l'occurrence, j'ai voulu rattraper Forbidden Door. Je suis actuellement en train de regarder le show et je fais une critique en temps réel, match après match. Mais avant qu'on parle du premier match, déjà, sans déconner, 11 matchs sur la carte. 11 matchs sur la carte. On a un nouveau show, on a Collision qui a rajouté 2 heures de catch hebdomadaire, ce qui fait qu'on est actuellement à 9 heures de match, 9 heures de catch, pardon, en comptant Raw, SmackDown, Dynamite et Collision. Hebdomadairement, il y a 9 heures de catch, 9 heures de temps consacré au catch. Si on ne compte pas les pay-per-view, qui sont en général entre 1 et 2 par mois et qui rajoutent au minimum 3 heures de plus. Ça veut dire qu'on peut avoir des semaines à 12 heures, de 12 heures à 14 heures de catch par semaine. C'est beaucoup trop. Et vous comprendrez que je pars du principe que j'ai déjà des rattrapages à faire. Je ne vais pas regarder Forbidden Door dans son intégralité. Je vais regarder les choses les plus intéressantes, les matchs qui m'intéressent, je les regarder de manière intégrale. Et je donnerai une chance pour me moquer quand même un petit peu de certains matchs comme le match d'Orange Cassidy. J'ai hâte de le voir, d'ailleurs je ne l'ai pas encore vu. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de me moquer de ce genre de match. Et laisser quand même une chance, un début de visionnage à ces matchs dont je ne suis pas fan des catcheurs forcément, mais pour justifier, pour réargumenter sur le fait de pourquoi je n'aime pas ça et potentiellement divertir les personnes qui pensent comme moi et qui ont envie d'un peu de bain de sang. En l'occurrence, le premier match c'est donc MJF contre Hiroshi Tanahashi. Un match pour le titre AEW, le World Heavyweight Championship, le titre le plus important de la fédération qui ouvre le putain de show. Donc déjà, on est sur un show qui est un show de marque. Hein. On est sur 11 matchs dans un pay-per-view donc de 4 heures environ, où ce n'est que des dream matchs, des matchs de rêve, des matchs des fantasy booking, des matchs des rêves orgasmiques de fans marques de catch qui rêvent New Japan et AW, bref, qui rêvent de matchs impossibles. On est sur un rêve de gosse, on est sur un rêve de fans de catch, ça ne fait rien pour le business d'avoir ce genre de show. Ce show-là n'aide pas le business, n'aime pas la AEW à s'élever, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce qu'ils affrontent des catcheurs japonais que ça allait faire quelque chose. Dans un public casu, dans mon cas à moi, qui ne regarde pas New Japan, mais qui connaît certains noms, je connais notamment Okada, évidemment, j'ai vu certains matchs de Okada, j'ai vu certains matchs de Will Ospreay, mais je ne suis pas un fan de ça, je n'aime pas trop ce style. Je trouve très éloigné et je n'ai aucune envie de m'impliquer dans ces matchs-là. En l'occurrence, je regarde ce match parce qu'il y a MJF, le champion mondial, qui est un de mes catcheurs préférés de la fédération et qui mérite le temps de visionnage. Et effectivement, pour moi, MJF a fait totalement le travail. Donc Hiroshi Tanahashi est apparemment une légende au Japon, ancien grand champion de la fédération, ancienne superstar avant Okada. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'était un bon match. Mais MJF a fait tout le travail. Mais il y a quand même eu pas mal de bullshit, on va pas se mentir. Le match était bon. Si c'était principalement bien, c'est grâce au selling de MJF. MJF qui vend son genou tout le long après les grosses offenses assez lourdes de Tanahashi, notamment sa lourdeur sur ses splashs et MJF qui monte son genou. Le selling d'MJF par rapport au genou était vraiment très très bon et a donné beaucoup de grain au match. Mais il y a eu un petit peu de bullshit, par exemple, des spots qui n'étaient pas nécessaires, des spots qui font vraiment indie, qui font pas professionnel du tout. Par exemple, le moment où MJF tient Hiroshi Tanahashi dans une prise de soumission en position debout et qui cède des cordes pour amplifier la tension de la prise, tout simplement. Et évidemment, c'est un mouvement illégal et si l'arbitre le remarque, il peut disqualifier MJF.
Et à 3 reprises, MJF tient les cordes, l'arbitre vérifie, MJF enlève sa main des cordes. Ça, c'est plutôt rigolo, ça marche très très bien. Jusqu'au moment où l'arbitre se rend compte que MJF tient la prise, il commence à compter 1, 2, 3, 4. MJF fait: qu'est-ce que tu vas faire, face de cul, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, l'arbitre, au lieu de compter 5 et disqualifier MJF, il préfère lui latter le bras avec son pied, lui donner un gros coup de pied dans le bras. Donc l'arbitre est intervenu dans le match, l'arbitre a agressé MJF. Au lieu de disqualifier comme un simple arbitre, il a préféré faire ça. Ça, ce sont des spots qui ne se font pas du tout professionnels, qui font extrêmement catch indie, pas terrible, pas du tout pro, amateur, pour des fans de catch pas ouf, je veux vous dire, c'est pas... Ce genre de segment, on peut les éviter, surtout dans un match de MJF. On peut éviter ce genre de segment avec les arbitres qui prennent trop de place. Un arbitre doit rester un arbitre. Et excusez-moi pour ce bruit de perceuse inopiné. Finalement, à la fin du match, on a Hiroshi Tanahashi qui tient MJF, qui est prêt à l'avoir. Malheureusement, l'arbitre est totalement distrait. MJF en profite pour choquer l'arbitre, placer un gros coup de Diamond Rig sur la face de Tanahashi pour la victoire. La production aurait pu être un peu meilleure à ce niveau-là. On aurait pu avoir un meilleur plan de MJF qui met son anneau au doigt. On l'a pas eu malheureusement, c'est comme ça. Le match était sympa, un bon match pour ouvrir le show, mais sans déconner. Le champion mondial qui ouvre le show. Le champion mondial qui ouvre le show. Bah non, putain, dans le main event au moins. Main event ou vers la fin du show, je veux dire. Enfin bref. C'était sympa. Merde, ils mettent tous mes préférés au début. Look at my eyes, what do you see? CM Punk time, baby. Deuxième match de la carte après MJF, mon second catcheur préféré de la AEW. On a mon catcheur préféré de la AEW qui fait son match. Je risque de passer un très bon moment à la suite de ce show. Ça va être incroyable. CM Punk affronte en effet... et j'ai déjà oublié son nom. Merde, Kojima, voilà, c'est ça, putain. Kojima dans le premier tour du Owen Hart Tournament. Un tournoi qui... ne sert à rien, mais pour le prestige d'Owen Hart, le tournoi d'Owen Hart, on a ce tournoi. Pourquoi pas, c'est un petit tournoi sympa. Dans le tournoi, je sais qu'il y a Samoa Joe, je sais qu'il y a Ricky Starks, il me semble. Je crois qu'il y a aussi Juice Robinson. Bref, je sens qu'on va avoir un Punk Samoa Joe en demi-finale qui va être juste trop bien. Je ne me demande pas pourquoi ils n'ont pas décidé que ce serait la finale plutôt que Joe soit dans le même tableau que CM Punk, mais bon. Tant pis, ce sera une excellente demi-finale. Bref, un tournoi qui va potentiellement donner lieu aux premières grosses rivalités de collision, ce qui va être fantastique. Mais en l'occurrence, c'est encore une fois un dream match. CM Punk affronte Kojima. Kojima, il ressemble un peu au méchant dans Bloodsport. Vous savez, le mec qui affronte Jean-Claude Van Damme à la fin, avec des pecs énormes, une sorte de bison japonais. Mais en tout cas... contrairement à Hiroshi Tanahashi, j'ai trouvé que Kojima était plus in shape. Quand je dis in shape, c'est pas physiquement, ça veut dire dans le cardio et aussi dans le côté je vais me mettre over en tant que babyface, je vais me combattre en tant que babyface. Il était plus présent que Hiroshi Tanahashi, je trouve. Il a fait un meilleur travail, mais il faut bien admettre que on va parler de CM Punk pendant ce match parce que c'est CM Punk qui va créer le débat en ce match. CM Punk est actuellement à la fois le plus gros babyface de la compagnie et un des plus gros heels de la compagnie, si ce n'est le plus gros. Il a potentiellement dépassé MJF en termes de hit. C'est lunaire. Le mec, c'est le nouveau John Cena. Quand je dis John Cena, c'est le nouveau John Cena de l'époque 2010-2012. Vous savez, ce John Cena qui se faisait acclamer par une partie des fans et hué comme pas possible par une autre partie des fans. CM Punk est à la fois le plus gros babyface et le plus gros heel de la compagnie. Je ne sais pas quoi penser de ça. On va dire que malheureusement... c'était inévitable, que c'est quelque chose qu'il va falloir faire avec maintenant. Ressouder entièrement toute la foule, ça risque d'être impossible au vu des choses. Il faut faire avec ça. Mais encore une fois, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour tourner CM Punk intégralement heel par une réaction unanime parce que la compagnie manque de gros babyface et de gros stars. CM Punk est revenu. Pour l'instant, il va devoir garder ce statut de je suis le plus gros babyface de la compagnie. Je suis cool, je suis respectueux de mon adversaire, mais par moments je combats comme un heel pendant les matchs pour obtenir des bonnes réactions de la foule. Mais aussi je dois pas me les mettre à dos, je dois continuer à me faire encourager par ces derniers. Et ce genre de réaction est lunaire. CM Punk,
ce match c'était lunaire. Les réactions qu'il a fait, l'amusement qu'il a eu, il s'amuse beaucoup avec le traitement que lui donnent les fans. À la fois, il se fait encourager comme pas possible, et de l'autre côté, il se fait huer comme pas possible. Mais les gueules de CM Punk pendant ce match étaient tellement bien. Je sens qu'il a conscience aussi qu'il se blesse beaucoup plus facilement qu'à l'époque et qu'il ralentit le jeu. Il ralentit le jeu et il profite du fait qu'il ait autant de réactions, qu'il ait autant de hits pour cacher beaucoup plus comme un heel et du coup amoindrir un peu les risques. Il amoindrit les risques, mais il n'a pas besoin de prendre trop de risques parce que les réactions sont là. Il a besoin de rien faire pour dégager des réactions nucléaires, ce mec. Donc tant mieux qu'il continue à ralentir le stick, continue à faire à prendre le moins de risques possible pour perdurer aussi le plus possible dans le temps. C'est un très bon moment de la part de CM Punk et j'espère qu'il va continuer dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est le mec il imite Hulk Hogan. Le mec il prend de la hit, il travaille de la hit sur Kojima, qui au fur et à mesure les fans vont se ranger derrière lui pour scander son nom. Et je trouvais qu'il avait des bons comebacks de babyface, hormis un truc, si je peux critiquer Kojima, ces shops là, ces shops dans le coin qui ressemblent à celle d'Eddie Kingston, c'est ridicule, c'est risible. Genre il n'y a aucun impact sur les shops qu'il donne dans le coin. Mais hormis ça, je trouve que Kojima a fait un bon travail, le match était bien parce que la foule était déchaînée. À la fin, CM Punk tease le GTS. Il n'y arrive pas, il esquive le finisher qui est donc un clothesline, un lariat de Kojima. Bon, paye ton finisher, mais bon, c'est pas grave. CM Punk parvient finalement à prendre Kojima sur ses épaules, à livrer le GTS pour la victoire. Mais encore une fois, à la fin, même s'il a travaillé comme un heel, qu'il a travaillé de la hit tout le long du match, il n'a pas forcément triché. Il n'a pas triché, mais il a été arrogant. Il a été prétentieux pour dégager de la hit sans pour jamais switcher heel. C'était très malin de sa part. Et à la fin du match, respect à la part de Kojima. Je vais soulever mon adversaire, je le salue, je soulève son bras pour que la foule l'acclame. Et je m'en vais en me foutant un peu de la gueule du côté marque de la W. Je vais du côté heel. Ah non, j'ai fait me tromper mon nom. Mon côté, c'est le face. C'est le côté droit. MDR. Non, c'était un bon match. C'était un bon match parce qu'encore une fois, il n'y a rien besoin de faire pour avoir un bon match. Quand tu as ce genre de réaction, c'est juste une aubaine, quoi. C'est une putain d'aubaine. Bravo CM Punk et bravo aussi Kojima pour un match qui, même si je ne connaissais pas le catcheur Kojima, j'ai passé un très bon moment. Et bah, j'ai aussi un peu acclamé ce dernier. J'ai passé un très bon match de catch. Et bah voilà, quand on parlait de je vais pas me prendre la tête avec des matchs trop longs, où je vais alors quand même de leur donner une chance, jusqu'au moment je trouve ça vraiment ridicule. Suivant, c'est mon meilleur ami, c'est l'orange pressé. L'orange pressé, Orange Cassidy, Monsieur Poche, l'attardé à Poche, dans un Fatal 4-Way pour le All International Championship. Il affronte Daniel Garcia, que je vais bientôt renommer parce que là, il a fait la performance qui m'a fait quitter le match, on va y revenir. Zack Sabre Jr., le spécialiste de la soumission, et je ne sais plus son nom. Je ne le connais pas, je suis désolé, je ne le connais pas, j'ai pas envie de m'investir en lui, il m'a rien donné de très fructueux. Un autre japonais. Dans un Fatal 4-Way. Donc de base, Orange Cassidy, qui est déjà un catcheur que je n'aime pas beaucoup, qui ne fait aucun effort pour que je m'investisse dans ses programmes, se retrouve dans un Fatal 4-Way où du coup, on n'a pas un babyface et un heel établi, deux individus chez lesquels on peut s'investir en termes émotionnellement parlant. Je veux dire par là, on a 4 mecs qui vont faire des attaques successives, donc un enchaînement de spots, un enchaînement de prises, sans vraiment de récit raconté, un enchaînement de choses un petit peu stupides. Le match commence avec le meilleur spot de tous, les 4 lutteurs se rejoignent au centre du ring et l'attardé à Poche commence à faire des faux coups de pied sur Zack Sabre Jr., sur la japonaise, sur Daniel Garcia, sans que ces derniers réagissent et se laissent faire. Comme d'habitude, pourquoi réagir? Franchement, si un jour on a Orange Cassidy contre CM Punk, vous pensez sincèrement, ou MJF contre Orange Cassidy ou CM Punk contre Orange Cassidy, vous pensez sincèrement que CM Punk ou MJF vont se laisser prendre les coups de pied d'Orange Cassidy sans rien réagir pour que la foule fasse oh? Non. Et si Tony Khan leur demande de faire ça, ils diraient non, Tony Khan, c'est mort, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça parce que c'est ridicule, c'est risible, ça pue la merde. Et eux peuvent se permettre de dire non, mais ces pauvres catcheurs ou ces attardés, je ne sais pas s'ils sont contents de faire ça, s'ils le savent à quel point ça les descend. Mais c'est Daniel Garcia, c'est Zack Sabre Jr. et ces autres japonais qui se prennent ces coups de pied sans réagir. C'est ridicule.
par ce pauvre gars, ce pauvre attardé à poche, c'est lamentable. Bref, ils se prennent les coups de pied, les coups de pied, les coups d'attardé plutôt. Finalement, après, quelqu'un chope la jambe d'Orange Cassidy et il file la jambe d'Orange Cassidy à chaque catcheur. Orange Cassidy parvient finalement à faire une suite d'offenses assez dévastatrice où il esquive tout, il fait des dives partout. Finalement, Zack Sabre Jr. commence à placer une prise de soumission sur Orange Cassidy pour le sortir du ring. Et c'est là où j'ai craqué, c'est là où Zack Sabre Jr. et le japonais commencent à s'échanger des coups. Daniel Garcia essaie de s'imposer pour essayer de matcher avec eux. Et à ce moment-là, Zack Sabre Jr. commence à frapper Daniel Garcia. Daniel Garcia s'énerve. Le japonais frappe aussi Daniel Garcia. Garcia s'énerve, lève les bras et commence à faire un mouvement de pénis avec une garde. J'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Zack Sabre Jr. frappe encore une fois Daniel Garcia. Garcia vend, puis il relève ses bras et fait son mouvement de pénis en dansant. La foule rigole. Le japonais refait pareil. Garcia refait son coup de pénis. Mais c'est c'est quoi le projet? C'est quoi l'idée derrière le mouvement de pénis? Qu'est-ce qu'il essaye de dire? Qu'est-ce qu'il essaie de communiquer en fait avec ce mouvement? C'est quoi le but? Ouais, ce que je veux dire. Moi, il m'en faut peu, hein. Mais quand je vois ça, je me dis bah non, ça dégage. Parce que ça, je montre ça à mes colocataires qui ne sont pas fans de catch, hein. Mais des fois, ils me voient arrêter du catch. Et devinez quoi? Mon colocataire qui est hermétique au catch m'a accompagné pendant tout le match MJF contre Adam Cole. Je dis pas qu'il était passionné, mais je dis qu'il a regardé le match. En fait, je comprends pas tout, mais c'est intéressant. Et il s'est surpris par moments à apprécier ce qu'il voyait. Et on parle d'un fan casu. On parle d'un casu. Quelqu'un qui va regarder du catch, qui va tomber dessus à la télé. D'accord? Et il est revenu à apprécier la chose. Je vous jure que s'il est tombé sur moi pendant ce moment-là, pendant que Daniel Garcia faisait des mouvements de bite, j'aurais été extrêmement gêné. Et il aurait été, mais c'est quoi cette daube? Et il aurait quitté la pièce. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est ça quand je vous parle que la WWE doit faire des efforts pour attirer un nouveau public. Ce nouveau public, ce sont soit des gens réceptifs ou non, mais des personnes qui peuvent au moins donner des lettres de noblesse au catch. Dire, ok, c'est pas ma tasse de thé, mais je comprends qu'on puisse s'aimer. Vous croyez sincèrement que si vous montrez ça à un mec autre, il va vous dire, je comprends que tu puisses aimer le catch? Non, c'est terriblement gênant. Avoir un interdit à poche qui fait de la merde, qui fait des faux coups de pied que la foule s'emballe, ou qu'un pauvre gars qui a battu Bryan Danielson, je le rappelle, l'an dernier ou il y a 2 ans, je me rappelle plus très bien. Pourquoi? Pour qu'il se termine dans un putain de Fatal 4-Way qui sert à rien avec des mecs qu'on connaît pas, faire des mouvements de danse avec son pénis, pour un titre qui ne vaut absolument rien. Mais quelle blague! Donc non. Dès que j'ai vu ça, j'ai fait, allez, c'est bon, je zappe, on passe au match suivant. C'est tout pour ce match. Et le match suivant, c'est Sanada, le champion mondial de la New Japan. Je ne connaissais pas Sanada, mais Sanada, le champion mondial de la fédération contre Jungle Boy Jack Perry. Et avant qu'on parle de Jungle Boy Jack Perry, on va parler de Sanada. Donc, je ne regarde pas New Japan, encore une fois, je connais que très peu de noms, je ne connaissais pas Sanada. Mais la première impression est très importante. Et quand on me dit champion mondial, je m'attends à voir du star power. Ou ressentir plutôt du star power. Vous savez, c'est comme si quelqu'un ne connaît pas le catch et d'un coup, on lui dit « Ok, le champion mondial arrive » et il voit débarquer Roman Reigns. L'entrée, l'habillage, le charisme, etc., etc. Il fait « Ok, oui, il fait champion mondial. » Vous voyez ce que je veux dire? La présence le fait. Et côté MJF, c'est plutôt les tenues, l'arrogance, le côté enculé. Ok, ce mec, c'est un gros bâtard et c'est un tricheur, etc., etc. Vous voyez, c'est marqué. Il y a quelque chose qui est marquant, qui fonctionne. Sanada, la musique toute pourrie, le mec, pas trop de charisme, un peu passe-partout, un peu comme tout le monde, enfin... Ouais, j'ai pas ressenti Star Power. On n'est pas au niveau d'un Okada par rapport à l'entrée, par rapport au prestige. Vous voyez ce que je veux dire? Okada, dans l'allure, il fait champion mondial. Alors, je trouve pas qu'il soit pas du tout au niveau d'un MJF ou d'un Roman Reigns, très très loin de ce niveau-là, mais je ressens le Star Power. Sans le connaître forcément, je ressens le Star Power. Sanada, j'étais en mode, ok. Et en plus, le match apparaît en plein milieu de la carte, dans une position assez bâtarde. Ouais, c'est... Non. je ressentais pas ça. Mais bref, il affronte Jungle Boy Jack Perry.
Le match est pas incroyable. C'est pas mauvais techniquement, ils font des trucs sympas, c'est des Hurricane Rana inversés, des prises un peu dangereuses, etc., etc. Ça va assez vite, c'est dynamique, mais ça manque d'émotion. Ça manque d'émotion, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vie en fait. Jack Perry fait ses hurlements, mais il n'a aucune réaction de la foule. Sanata, je trouve pas qu'il a fait beaucoup d'efforts pour en décrocher non plus. Le match est pas terrible, hein. Jack Perry a apparemment représenté une menace pour Sanata à aucun instant. Sanata l'emporte à la fin avec un moonsault. Ouais, le match c'était pas intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe après, parce qu'effectivement, après, Hook, ami avec Jack Perry, va aider Jack Perry à remonter sur la rampe, lui lever le bras, etc., etc. Et là, Jack Perry, sans aucune raison, il va agresser Hook. Hook, qui n'est pas intervenu dans le match, hein. Hook n'a pas causé la défaite de Jack Perry, qu'on soit bien d'accord, hein. Ça n'a pas été un poids pour Jack Perry. Jack Perry décide d'attaquer Hook, comme ça, il tourne heel. Voilà, il tourne Jack Perry. Alors, dans la... Comment dire, dans l'exécution, c'est très mauvais parce que Jack Perry n'avait aucune raison de tourner heel sur Hook comme ça. L'exécution est très mauvaise. Par contre, le fait de le faire, oui, ça a du sens parce que Jack Perry, c'est un gars qui a beaucoup de talent. Je dis pas le contraire d'un point de vue technique, mais le mec n'a aucun charisme et n'a aucune émotion sur son visage en tant que babyface. En plus de ça, dans la vie de tous les jours, c'est un petit con. Genre, son attitude dans les conférences de presse, c'est une catastrophe. Le mec fait rien pour avoir un profil de babyface pour être apprécié de la foule. Tournons le heel et voyons ce qu'il donne. Effectivement, j'encourage ces décisions. Et ça va peut-être dire qu'il va peut-être se rapprocher de Christian et du Dino. Pourquoi pas? Pourquoi pas qu'il revienne avec eux? C'est possible. Nous verrons bien. En tout cas, exécution pas terrible. Mais bon, c'est bien pour l'avenir. On verra ce qu'il donne Jack Perry en tant que heel. Même si je ne crois toujours pas qu'il risque de devenir une star. Je ne pense pas. Tant qu'il ne changera pas d'attitude, il sera très loin de devenir une star et quelqu'un de très important dans le milieu du catch. Match suivant, l'Elite contre The BCC. Je peux pas. J'ai essayé. Croyez-moi, j'ai essayé. J'ai tenu parce qu'au moins ils ont commencé en faisant un match normal. C'est en effet un 5 contre 5. The Elite, c'est-à-dire Adam Page, Matt Jackson, Nick Jackson, ainsi que Eddie Kingston et Tomohiro Ishii affrontent le Blackpool Combat Club sans Danielson avec deux japonais, je ne sais plus leur nom, je ne les connais pas. Désolé pour les bruits de personnes encore une fois. Chose à noter avant le match, c'est que le BCC a enfin changé sa musique d'entrée. Une musique pas connue, une musique un peu sombre. Ce sont des heels. La foule n'a pas à chanter, à les acclamer. C'est très très bien. Ils rentrent toujours par la foule, peut-être. C'est toujours c'est leur marque de fabrique. Ça devait être dur à négocier avec Moxley, j'imagine. Mais au moins, la musique, la foule ne chante pas leur musique alors que ce sont les heels. Très très bien à ce niveau-là. The Elite, un peu comme CM Punk, mais pas de manière aussi flagrante, sont divisés. La foule derrière sont divisés sur les Young Bucks. La foule chante leur thème, mais en même temps il y a des huées. Encore une fois, pas au niveau de CM Punk, c'est pas le même degré de réaction, que ce soit dans les acclamants ou dans les huées. Mais au moins, il y en a aussi, et c'est plutôt sympathique. Cuir du match, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Konosuke Takeshita. Il a un échange avec Tomohiro Ishii, un échange de coups où Konosuke faisait des bons petits coups. Tomohiro Ishii, les coups qu'il faisait étaient moins bons, moins convaincants, ça connectait moins sur Konosuke Takeshita. Mais j'aime beaucoup Konosuke Takeshita, c'est un catcheur que j'aime bien, il est prometteur. J'aimerais juste le voir hors cette rivalité qui n'est pas terrible, on va pas se mentir. Je pense que je suis un des seuls à le dire, mais au bout d'un moment, faut avouer que cette rivalité n'est vraiment pas passionnante du tout. Et le match commence bien, on a des Eddie Kingston, putain, les faciès d'Eddie Kingston qui envoquent le Castagnoli, c'est bien, il a d'excellents faciès, mais putain, Eddie, bordel, Eddie travaille ton putain de physique, le mec il ressemble à rien, je suis désolé, mais faut le dire, le mec il a énormément de talent en promo, il a des talents d'acteur et des gueules pas possibles, il sait mettre des émotions, mais putain, son physique derrière, le mec il ressemble à rien, il a un gros vitre à bière, ce n'est pas du tout un physique athlétique, tu as le droit d'être gros. T'as le droit d'être un gros catcheur. Mais un gros catcheur, c'est puissant, c'est musclé. Là, Eddie, il fait gros et faible. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait gros, il a un ventre à bière. Il a un putain de ventre à bière. C'est pas un physique athlétique du tout. Il ressemble à rien, il fait pas lutteur. Et c'est dommage, putain. Juste qu'il travaille son cardio, qu'il fasse gaffe à son alimentation. Et il peut avoir un très bon physique de gros, mais de gros menaçant, de gros athlète. Putain, là, on est loin de tout ça. Mais Eddie et John Moxley vont commencer à se faire un échange de coups, un échange de chops qui est interminable. Et c'est là où ça va partir en couille, c'est là où j'ai arrêté. À ce moment-là, tout le monde va commencer à rentrer sur le ring pour s'agresser. Les Young Bucks vont faire des sauts à l'extérieur. Adam Page va faire des moonsaults à l'extérieur alors que Eddie Kingston et John Moxley continuent de s'échanger des coups.
Et à partir de là, le match qui commençait comme un match s'arrête et on est parti sur un foutoir, sur un spot fest, le début du spot fest où l'arbitre n'a plus aucun pouvoir. C'est bon, à partir de là, j'ai abandonné. C'est con parce que ça avait commencé comme un match de catch. J'ai cru, j'ai fait, ils vont vraiment faire un match de catch? Un 5 contre 5 peut-être, bon, ils seront limités en tant que 5 contre 5, mais ils vont vraiment tenter un match de catch? Non, tu parles, ils ont tenu 5 minutes et ils sont arrêtés. Voilà, c'est tout pour moi, je ne sais même pas qui a gagné, à vrai dire, et je m'en moque. Voilà. Le match suivant, c'est Toni Storm qui défend son titre féminin face à Willow Nightingale. Match féminin qui a mis un peu de temps à démarrer, qui a mis un peu de temps à grandir en moi, mais j'ai trouvé que les deux femmes ont fait un très bon travail. Je ne vais pas parler trop de ce match trop longtemps. Rubisso et Saraya sont au coin du ring, mais elles n'en font pas trop, elles ne sont pas trop énervantes, elles prennent pas trop de place, et même au bout d'un moment, l'arbitre va finir par les renvoyer du ring. Pour qu'on se concentre uniquement sur les deux lutteuses dans le ring, qui encore une fois, après le renvoi de Saraya et Rubisso, le match a grandi, le match c'était de mieux en mieux. Toni Storm, de très bonnes offenses de heel. Willow Nightingale, de bons combats de babyface, un bon physique, de bons cris, une bonne rage, une rage nourrissante. Je vous dire par là que c'était un bon petit match de catch, très sympathique. Une bonne défensive de Toni Storm qui l'emporte avec de l'élite, avec de la malice, en plaçant l'arbitre devant elle, en se protégeant, en poquant les yeux de Willow, suivi de son Storm Zero, alors qu'elle était dans une très mauvaise posture face à Willow Nightingale. Bref, un bon match de catch féminin. Une bonne défense, pas trop long, pas trop court, très sympathique. Willow Nightingale a gagné avec ce match, a gagné en crédibilité et en stature. J'aime bien Willow Nightingale, encore une fois, je l'aime de plus en plus. Toni Storm, toujours la meilleure championne à l'heure actuelle de la fédération. Très bien, continuons comme ça. Bon, je vais peut-être vous décevoir pour le match suivant. Kenny Omega contre Will Ospreay pour le titre US de la New Japan. Je connais très vite fait Will Ospreay, mais je ne connais pas en fait. J'ai jamais vu en promo, j'ai jamais vu des confrontations, des rivalités avec ce dernier. Je sais que c'est un bon catcheur, il catch bien, il fait... En fait, c'est le même style que Kenny Omega. C'est exactement le même style que Kenny Omega. Un bon lutteur techniquement, mais je ne le connais pas. Et Kenny Omega, je sais quel est son style, je sais qu'il a beaucoup de talent en solo, qu'il a beaucoup de potentiel, mais il a zéro promo, et en termes d'émotion, c'est pas vraiment ça. Mais je sens qu'il essaye. Je sens qu'il essaye et qu'il a du potentiel et que, encore une fois, c'est loin d'être un mauvais catcheur. Voilà, je vais quand même pas exagérer. Je suis pas fan de Kenny Omega, mais je vais quand même admettre que c'est quand même un bon catcheur. Will Ospreay, je le mets à peu près dans la même veine, dans la même case que Kenny Omega. Mais comprenez bien que j'ai entamé le match, j'ai regardé entre 5 et 10 minutes. Ce que je voyais n'était pas mauvais. C'était pas mauvais. J'ai pas ragé, je n'ai pas arrêté de regarder ce match parce que je le trouvais mauvais. J'ai arrêté de le regarder parce que je savais ce que j'allais voir. Un match long, éprouvant, avec pas d'émotion et surtout aucune construction. Je n'éprouve aucune sympathie pour Kenny Omega, aucune hit envers Will Ospreay. Je ne sens pas vraiment beaucoup d'émotion de la part de la foule. La foule est dedans, attention, elle réagit, etc. Mais je ne sens pas d'animosité extrême ou d'encouragement extrême. Je vois juste deux lutteurs faire du catch indie pendant 40 minutes, avec du sang à la fin, des gros spots, etc., etc. Un match de catch indie, bien sûr, c'est pas un spot fest, c'est pas ça. Je sens qu'ils veulent faire un match de catch, un grand match, une sorte de chef-d'œuvre, noté 5 étoiles par Dave Meltzer. Je le sens. Mais j'ai pas envie de voir de mecs que je connais pas se taper dessus pendant 40 minutes sans trop d'émotion, sans trop de backstory. Surtout lorsque c'est la troisième heure de show, je suis déjà un petit peu fatigué et j'ai pas envie de me taper ça. C'est trop long. C'est trop long et c'est la seule raison pour laquelle j'ai pas radé ce match intégralement. Will Ospreay a battu Kenny Omega au milieu du ring pour devenir du coup le nouveau champion New Japan US. Tant mieux pour lui, j'imagine. Il y a du potentiel. Mais je sais qu'après, il y a Danielson contre Okada qui va être aussi un match très long. Et je préfère donner une chance à Okada et Danielson, donner toute mon attention à Danielson et Okada, plutôt qu'à Omega et Ospreay. Comprenez-moi que c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Voilà. Match suivant. J'ai rien de plus à ajouter malheureusement. Bon, encore une fois, je vais vous demander mon indulgence. J'ai pas tout regardé le match suivant. Je suis fatigué, j'ai passé une semaine de travail. Oh, j'ai pas arrêté, je fais des rattrapages, j'essaye de rattraper Forbidden Door, mais comprenez-moi que si
Je vais pas me forcer. Ce n'est que du catch. Et encore une fois, il faut comprendre qu'il faut faire attention pour que le catch proposé, il faut prendre des pincettes pour pas justement plomber le visage des gens qui sont comme moi, fatigués, qui regardent trop de catch tous les jours et qui en plus travaillent. C'est trop. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi les films, etc. Bref, j'ai trop de choses à regarder. Oh putain. Darby Allin, Sting et Tetsuya Naito contre Chris Jericho, Sammy Guevara et Minoru Suzuki. Je me suis rappelé dans japonais parce que pour le coup je les connais. Naito je le connais bien et Suzuki je le connais bien. Et on va en parler en dernier de Suzuki. Je ne critiquerai pas Sting ni Chris Jericho parce que je ne les ai pas vus dans le ring, je n'ai pas vu ce qu'ils ont proposé dans le ring. Tout ce que j'ai vu, c'est Naito avoir des échanges sympas avec Sammy Guevara. Sammy, toujours entre le heel et le face, on ne sait pas trop, mais la transition se fait naturellement. Il acclame Naito quand il se fout de sa gueule. C'est des bonnes réactions. Il est à l'aise, Sammy Guevara. J'aime bien ce qu'il propose. Sammy Guevara est à l'aise. Des bons petits échanges, excusez-moi. Darby Allin fait le tag pour confronter Sammy Guevara, mais Sammy Guevara préfère faire le tag à Minoru Suzuki. Et c'est là où j'ai arrêté parce qu'encore une fois, je veux dire, pauvre Darby Allin. Pauvre Darby. Le mec, dans le main event du dernier pay-per-view pour le titre mondial, il prend le tombé de manière assez lamentable. Et il se retrouve à devoir jobber face à un japonais qui ne servira pas à AEW, qui ne sert à rien à l'AEW, qui n'élèvera pas le programme ni autres talents. Et Minoru Suzuki, aussi légende soit-il, ce mec ne vend pas. Darby Allin lui fait des putains de coups au visage. Le mec ne montre aucune expression, aucune douleur. Le mec ne vend pas. Darby Allin passe pour une blague. Et Darby Allin doit vendre, doit sell, doit jobber pour ce mec qui ne sert à rien. Minoru Suzuki. Peut-être que j'en froisse des gens, peut-être que les gens vont dire « Ah mais ça va pas, comment oses-tu critiquer Minoru Suzuki? C'est une légende de la MMA japonaise, du catch japonais. » J'en ai rien à péter, le mec ne vend pas. Le mec, c'est pas un Golgoth, c'est pas Brock Lesnar ni Samoa Joe. D'où il se permet de pas vendre les coups comme ça? D'où il se permet ça? Des coups au visage, c'est la base. Et encore une fois, si je dis ça, c'est pas parce que c'est la seule fois où je le vois. Minoru Suzuki est connu pour ne jamais vendre. Le mec, il est trop badass, c'est un peu le John Moxley de la New Japan. C'est tellement énervant. C'est tellement énervant. Ça n'élève personne. Ça enterre les adversaires. Ça ne les élève pas. Tu te places comme une sorte de badass, mais t'as pas le physique pour le justifier. Alors peut-être le palmarès, peut-être. Mais encore une fois, t'es pas un putain de gros heavyweight. T'es pas Bobby Lashley. T'es pas Braun Strowman. Donc non, quand j'ai vu Minoru Suzuki ne pas vendre les coups de Darby Allin, et en sachant que c'était pas la première fois, et en sachant que ça fait 3 heures que je mate ce show, que je suis fatigué, et bah je passe à la suite. J'ai pas envie de voir la suite. Désolé, je ne sais pas encore qui a gagné, je vais voir après. Mais à vrai dire, je m'en fiche. Je m'en fiche. Et il est enfin l'heure du main event. Et Toronto est fatigué. Le main event, c'est Bryan Danielson contre Kazuchika Okada. Un match sans enjeu, il n'y a aucun titre en jeu. Le seul enjeu est plutôt de savoir qui est le véritable meilleur catcheur au monde. Danielson ou Okada, deux grosses stars, une star américaine et une star japonaise. Okada et moi qui ne regarde pas New Japan, je connais la personne, j'ai vu quelques-uns de ses matchs. Et je dois reconnaître que le mec, il y a du talent, il y a du charisme, il y a du star power. Par rapport à ce que je disais je ne sais plus le nom du catcheur qui est actuellement champion de New Japan. Okada, je sens la puissance, je sens le star power, je sens la promesse d'un grand match, d'un grand lutteur, quand je le vois arriver, alors que je ne le connais pas. Et c'est donc un main event technique où il n'y a pas vraiment de heel et pas vraiment de face. Danielson avait 2-3 offenses un peu heel, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. On était plutôt sur une lutte entre deux babyface, si vous voulez mon avis. D'ailleurs, la foule chantait pour Danielson comme elle chantait pour Okada, à vrai dire. La foule était un peu divisée, mais était surtout fatiguée. Il faut connaître les choses. Avant que je parle du match, et je vous dis maintenant, le match était très bon. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le match était très bon. C'était un très bon main event. Je pense que la foule aurait été bien plus dedans si elle ne s'était pas tapé 10 autres matchs auparavant. Pas tous forcément parfaits, même loin d'être parfaits. Pas tous même forcément bons.
Elle a déjà vu 40 minutes de Kenny Omega et Will Ospreay. Moi, je ne l'ai même pas regardé. Et pourtant, j'étais fatigué. J'ai dû faire une pause parce que j'en pouvais plus. Alors que je n'ai même pas regardé tous les matchs de la carte. Je pense que cette foule qui a dû tous taper les 4 heures de show. Même si le dernier match est très bon. Factuellement, il est très très bon. La foule est fatiguée. La foule n'en peut plus. C'est très compliqué qu'elle soit investie. Surtout quand on n'a pas un heel et un face établi. Je pense que si par exemple la carte s'était terminée avec un MJF contre Hiroshi Tanahashi, un match où la foule aurait aussi été fatiguée, mais au moins le heel et le face auraient été établis, et la foule aurait eu plus de facilité à huer MJF et à acclamer Hiroshi Tanahashi, même si elle était morte. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on leur donne pas les chances d'exprimer. Ils ont fait preuve de voix, ils ont été vocales, mais pas suffisamment pour un main event de cette facture. Encore une fois, je ne vais pas revenir dans ce match en détail, il était bon. Le signe de personne, les gueules que font Okada et Danielson, le sérieux qui se passe, on a affaire à un vrai combat. Et on le sent. Les offenses sont cool, les coups de poing connectent tous. Ce sont deux lutteurs qui se foutent sur la gueule et ça se voit, ça se sent et c'est très sympa. Il y a eu ce passage où à un moment, Okada a placé son tombstone sur Danielson sur la rampe à l'extérieur, la rampe dure, et Danielson a commencé à convulser, ce qui a forcé l'arbitre à mettre une sorte de pause au combat pour vérifier que Danielson allait bien. Okada s'est impatienté, a relevé Danielson pour lui porter son finisher, mais Danielson a esquivé et a sorti son finisher, son coup de pied sauté. Et moi, quand je regarde ça, je me dis « Oh, quelle ruse !» C'était très bien de la part de Danielson, c'était vraiment une très très bonne ruse. Et même les commentateurs disent ça aussi. Et juste après, malheureusement, juste après ce coup de génie, Danielson va commencer à vendre par terre comme s'il était mort. Et j'étais en mode « Bah non, c'est pas logique !» Enfin, pour moi, clairement, ce qui se trame à l'image, ce qui se passe à l'image, c'est bien que Danielson était en train de ruser, de faire semblant de convulser pour porter un coup bas à Okada et du coup en profiter et vite faire le tomber. Là, on a eu ça en termes d'action, mais après, au moment de faire le tomber, le mec il vendait. C'était le seul moment du match où j'ai fait ah non, là c'est dommage, c'est pas logique. C'est pas logique, c'est pas réaliste ce qui se passe sous les yeux. C'est pas très intéressant, pas très réaliste. Je comprends qu'on vende, mais vu que là ça faisait plus une ruse que quelque chose d'inopiné, c'était plus une ruse qu'un réflexe à l'écran. On comprenait pas trop ce qui se passait. Mais bref, hormis ça, le match faisait son petit chemin, je le regardais, je trouvais ça sympathique sans forcément rentrer dedans puisque je savais pas trop qui encourager, mais je trouvais bien. Je suis resté extérieur au match, mais j'ai trouvé bon. Voilà, pour faire résumer simplement. Mais à la fin, j'ai beaucoup aimé le final. Le final où Danielson a placé une prise soumission, mais très vicieuse à Okada. Il l'a travaillé tout au long du match, il a travaillé son bras, et à la fin, la grosse prise soumission sur le bras de Okada, en appuyant sur son bras avec sa jambe et en tirant avec sa main aussi pour le casser en fait. Okada criait comme pas possible, son signe était très très bon. Il essayait d'atteindre les cordes mais il n'y arrivait pas. Et plus ça avançait, plus Danielson était en train d'amplifier la douleur de sa prise. Jusqu'au moment où Okada a fini par taper. Danielson a battu Kazuchika Okada par soumission. La foule était choquée. Et même moi, qui ne regarde pas forcément tout le temps Okada, je suis au courant de sa réputation et de l'image qu'il dégage. Et voir Danielson soumettre Okada, c'est puissant. C'est puissant, ça élève Danielson comme pas possible, ça le replace au sommet de la carte comme le meilleur catcheur, enfin un des plus grands catcheurs de tous les temps. C'était un très bon final. C'était un excellent final pour un pay-per-view qui avait de bons matchs, qui a essayé de faire les choses le mieux possible, qui a eu un super début, une première heure vraiment géniale avec MJF et CM Punk, c'était vraiment une très bonne première heure, qui a eu un énorme ventre mou juste après, Orange Cassidy, le match féminin, Blackpool Combat Club contre Elite, beaucoup de trucs que j'ai pas envie de voir qui sont arrivés, qui ont vraiment plombé l'ambiance du show, suivi d'un match qui était extrêmement éprouvant, extrêmement long, Kenny Omega contre Will Ospreay, pas forcément mauvais encore une fois, j'ai pas tout regardé, mais trop long et trop éprouvant, et au final un main event qui était très bon, mais avec une foule fatiguée et aussi une difficulté à rentrer dans le match. Donc non, ce n'était pas un grand pay-per-view. Pour ce que c'était, c'est-à-dire un pay-per-view de fanservice, c'est du fanservice, hein, Forbidden Door, faut pas se mentir, c'est que du fanservice. Pour du fanservice, c'était sympa, mais beaucoup trop long. Voilà.
pour résumer, c'était tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de Forbidden Door dans les commentaires. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.